qui est avec nous jusqu'à 12h30. Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi. On commence par les titres du 12h30 avec vous, Thomas Cluzel, bonjour. Bonjour Olivia. Et nous nous rendrons tout d'abord en Grèce, sur l'île de Lesbos, où le principal camp de réfugiés abritant près de 13 000 migrants est depuis ce matin ravagé par un gigantesque incendie. Une opération de sauvetage d'envergure est toujours en cours. C'est l'un des projets de vaccin contre le coronavirus les plus avancés en Occident et il a été mis sur pause la nuit dernière. Un incident est survenu dans la dernière phase de test. En clair, une maladie potentiellement inexpliquée serait apparue chez l'un des participants aux essais cliniques. Comme un véritable coup de massue, la direction du distributeur Auchan Retail France a annoncé ce matin un plan prévoyant la suppression de 1475 postes. 5 candidats pour un seul poste. Les députés de La République En Marche entament aujourd'hui l'élection du nouveau président de leur groupe après la démission de Gilles Legendre. Invité de la rédaction aujourd'hui, nous recevrons le politologue Jérôme Sainte-Marie. Enfin, nous nous rendrons à la cour d'assises spéciale de Paris où depuis hier témoignent les survivants de l'attaque djihadiste de 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo. Merci beaucoup Thomas Cluzel. Rendez-vous à 12h30 pour le journal. Bonjour à tous. Dans une époque agitée, un temps troublé, Lionel Jospin prend la plume et sort de son silence pour défendre sa vision de la politique en temps de crise. 3 ans de macronisme et après, artisan de la gauche plurielle, l'ancien Premier ministre appelle les forces de gauche à se fédérer en vue des prochaines échéances. Mais d'abord, une success story, celle de son dramaturge, et une love story. Ça, c'est le sujet de la pièce. Après avoir cartonné avec Edmond, plus de 1000 représentations partout en France, Alexis Michalik remet en scène une histoire d'amour interrompue par le confinement qui lui a valu son 3e Molière du metteur en scène d'un spectacle de théâtre privé, le meilleur. C'était en juin dernier. Cette pièce est à voir à partir du 11 septembre à la Scala à Paris jusqu'au 15 novembre, sauf si, c'est un peu comme au foot, s'il y a des interruptions, il peut y avoir aussi des prolongations. Rendez-vous tout de suite avec Alexis Michalik sur France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Néanmoins, on va parler théâtre plutôt que foot. Vous êtes d'accord, Alexis Michalik? Oui, puis bonjour. surtout, le foot sans spectateurs, ils peuvent quand même jouer, alors que le théâtre, ça ne peut pas. Ça peut pas. Bah non. Justement, est-ce que vous avez milité, vous, pour une réouverture rapide des salles? Est-ce que vous pensez qu'on a un besoin de théâtre? Est-ce que vous pensez qu'il est important que le théâtre tienne la place, qu'il résiste? Oui, je pense de toute façon, on a un besoin de culture. C'est nécessaire. Maintenant, au début, face à le début de pandémie, dans l'ignorance, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Moi, je disais, bon, fermons tout, et puis on verra bien comment ça évolue. Puis la situation a commencé à aller mieux, et je me suis dit, c'est très bien. Maintenant, on va pouvoir rouvrir tous ensemble en septembre de manière franche. Et puis là, on est un peu dans un entre-deux bizarre où on réouvre certaines choses. On fait sauter la distanciation sociale dans les transports, mais pas dans les salles. Et c'est compliqué. C'est une situation un peu paradoxale. Oui, moi, je suis évidemment pour de la réouverture avec des mesures, avec les masques, avec les mains, avec une prévention du public, mais pas une place sur deux. Non, je pense que c'est un peu un non-sens, parce que de toute façon, les gens se croisent en entreprise, les gens se croisent en avion, dans le train. Il n'y a pas de cette question d'une place sur deux ailleurs, dans la rue, dans les commerces. Et tout d'un coup, au théâtre, en fait, malgré le masque, il faudrait laisser... je ne pense pas que ces 50 cm vont faire une grande différence dans la propagation du virus. En revanche, ils font une énorme différence dans l'économie du théâtre, parce que c'est une économie déjà très périlleuse, hein, quand on est dans le spectacle, principalement le spectacle privé, bien sûr, et qu'on ne dépend pas d'une aide de l'État, en fait, c'est très difficile d'arriver à faire tourner cette économie, puisque le théâtre, on n'y entre pas pour gagner de l'argent, hein. On y entre par passion, et la plupart des directeurs de salles vous le diront, il est très rare d'avoir un spectacle qui permette de dégager suffisamment de bénéfices pour pouvoir continuer à en créer d'autres. Donc, avec une demi-jauge ou une jauge réduite, c'est carrément mission impossible. Et je le vois au jour le jour, mes spectacles, donc j'ai la chance d'avoir des spectacles qui fonctionnent et qui réouvrent, et c'est pas le cas de tous les spectacles, et déjà avec des spectacles qui fonctionnent, ce principe de demi-jauge, le problème c'est que le loyer, lui, il n'est pas divisé par deux, donc ça devient
très compliqué d'avoir une économie pérenne et de pouvoir payer tout le monde. Et c'est très compliqué pour tous les acteurs, les régisseurs, les techniciens et les gens qui travaillent dans le spectacle vivant. Alors justement, Une histoire d'amour, c'est votre 5e pièce, la nouvelle, celle de 2020. D'ici vendredi, il y aura 5 Michalik qui se joueront à Paris, Intramuros qui se monte en Belgique, qui ira à Lyon en octobre. Puis toutes ces pièces vont aussi tourner partout en France. Le porteur est en train de partir à l'abordage de Nantes. Pour vous, c'est une prise de risque financière aussi ? Pas pour moi personnellement, bien sûr. C'est une prise de risque financière pour les producteurs, les directeurs de salles en première ligne, et puis évidemment les acteurs. Mais les acteurs, c'est surtout que tant qu'ils jouent pas, en fait, ils n'ont pas de rentrée d'argent. C'est bon, évidemment. Heureusement qu'on a un système mis en place qui leur permet de tenir. Ça s'appelle l'intermittence, avec des droits garantis pendant 1 an. Voilà, et on a la chance en France d'avoir un système que beaucoup de gens nous envient. Dans le reste du monde, c'est pas la même chose en Angleterre, alors que c'est nos voisins. Moi, mes amis acteurs anglais, ils n'ont pas du tout la même sécurité financière. Mais surtout en cas de confinement. Et en plus de ça, la situation est encore pire de l'autre côté. Mais néanmoins, il faut bien qu'ils jouent, il faut bien qu'on reprenne, il faut bien qu'ils travaillent. Et oui, c'est un risque à prendre si on s'arrête. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire si la pandémie revient? Donc on est dans cette espèce de climat un petit peu étrange où on reprend de manière assez pragmatique et avec beaucoup d'espoir, mais où on surveille un peu chaque jour les nouvelles en se disant qu'est-ce qui va nous tomber dessus, parce que je ne pense pas qu'on va retomber dans un confinement puisqu'on n'en a pas les moyens tout simplement. En revanche, le secteur qui est en première ligne pour être atteint par des mesures, c'est nous, c'est le spectacle vivant. Donc il faut un certain courage pour y retourner. Le théâtre privé, il est parfois considéré comme un peu moins noble que le théâtre public, vous perçu comme un théâtre plus mercenaire, parce que la question de l'argent se pose, et elle se pose plus ouvertement et plus directement, et vous l'avez, vous, tout de suite évoqué, Alexis Michalik. Vous le dites souvent, gagner de l'argent, remplir une salle, c'est pas sale, il n'y a rien de mal là-dedans, c'est aussi pour ça qu'on fait du spectacle, c'est aussi pour ça qu'on fait du théâtre, il faut pouvoir en vivre, c'est une économie. Ce théâtre privé, c'est un secteur où on ne peut compter finalement que sur soi-même, où vous allez dans une situation de crise comme celle-ci, attendre quand même un soutien de l'État. Bien sûr, évidemment, et on l'a obtenu, et j'espère que l'État sera toujours là dans des situations de crise. Mais oui, c'est un spectacle, c'est un milieu où on peut compter que sur soi-même, et surtout sur les spectateurs en fait. Mais je trouve ça assez joli, c'est un théâtre populaire, c'est un théâtre qui ne compte que sur est-ce que les gens vont venir, si les gens sont dans la salle, alors on continuera à créer des spectacles, donc on est obligé de créer des spectacles qui vont faire venir des gens. C'est une manière assez simple de travailler. Moi, j'ai grandi artistiquement, en tout cas, dans le festival Off d'Avignon, où c'est le principe de base, en fait, d'aller chercher les gens, de remplir sa salle, et puis ça nous permet de refaire un spectacle l'année d'après. Voilà. Ça, on l'a pas évoqué. Pas de festival d'Avignon cette année, ni Off, ni In. Bien sûr. C'est un drame pour plein de petites compagnies. Évidemment, c'est terrible, parce qu'ils engagent beaucoup de sommes ils comptent sur ce festival. C'est pas que le festival, c'est que ce festival va leur permettre ensuite de vendre des dates de tournée, et ces dates de tournée vont leur permettre de faire vivre la compagnie. Donc oui, ça a été le spectacle vivant a été touché très durement, et puis il a ce côté un peu pragmatique, parce que quand on est comédien, on attend le travail, donc on attend de pouvoir rejouer. Et ce qui est très étrange, c'est de pouvoir rejouer dans des conditions un peu tronquées et sans savoir vraiment jusqu'à quand on va pouvoir jouer. C'est le cas en ce moment. Vous racontiez dans l'une de vos pièces cette anecdote, Méliès estimant que le cinéma allait tuer le théâtre. Aujourd'hui, les deux vivent et coexistent, mais le cinéma se porte quand même particulièrement mal. En tout cas, la salle, plus que le cinéma. Il n'y a pas de concurrence à installer, mais sur ce retour un peu en marche arrière des spectateurs vers les salles de cinéma, c'est encore le mystère pour le spectacle vivant, pour les théâtres. On ne sait pas s'il y a, et quel est votre avis là-dessus, un noyau de fidèles, peut-être plus fidèles, qui va aller retourner dans les salles de spectacle? Il y a un noyau de fidèles, c'est évident. Nous, on a repris déjà depuis quelques temps le Porteur, le Cercle et Intramuros, et on voit des gens dans la salle qui viennent, qui disent non mais je veux retourner au théâtre. Le problème n'est pas ce noyau de fidèles, le problème c'est que le théâtre il peut pas survivre uniquement avec ce noyau de fidèles. Il faut toujours amener un nouveau public, et il faut toujours qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent. Est-ce que ça va être une chance pour le théâtre de ne pas pouvoir se faire sur les plateformes finalement?
Le théâtre à la télé, ça passe pas très bien. Non, ça passe pas très bien. C'est super que ça existe. C'est très bien que ça existe. Mais je veux dire, contrairement au cinéma qui, pour le coup, peut se retourner vers les plateformes, hein, vers tous les grands, et qu'on peut regarder un film d'une différente manière ou une série, le théâtre, non, ça ne peut pas survivre par une captation. En fait, c'est un petit bonus, c'est un plus, c'est une manière de graver le spectacle dans le marbre, et c'est super. Mais en revanche, c'est pas le but du théâtre. Le théâtre, il ne vit qu'avec l'existence d'un public. S'il n'y a pas de public dans la salle, il n'y a pas de théâtre. Donc ça reviendra, mais quand? C'est la question. Et est-ce qu'on va pouvoir se relever de ces difficultés? C'est ce qu'on verra. Est-ce que ce sera l'occasion de se réinventer aussi? Oui, mais c'est sûr. Hein. Mais est-ce qu'il faut se réinventer en fonction d'une pandémie? Je suis pas sûr. Hein. Je me demande. Ça peut pas être l'alpha et l'oméga. On vous a connu avec Le Porteur d'Histoire, Alexis Michalik, pièce à tiroir, applaudie pour Edmond. On vous a quitté avec Intramuros, du théâtre en milieu carcéral. On vous a retrouvé en cette rentrée avec cette 5e et nouvelle pièce, Une histoire d'amour. Là encore, pas de stars, des comédiens et un effet troupe. Une partition égalitaire, vous y tenez au service d'un idéal théâtral. C'est un peu love, etc. Revu, revisité par vos soins. Mais avant cela, retour donc sur votre success story à vous, en 4 étapes. Georges, écoute cette histoire. Attendez, ne partez pas. Le théâtre, qu'est-ce que c'est? C'est de l'imaginaire, donc on imagine une balle, hop, elle est là, oh là là, oula, elle est lourde. Après une quête menée aux confins de ce monde nouveau, je touche au but. Nous touchons au but. Georges, écoute cette histoire. C'est une histoire, quoi. C'est juste une histoire. Alors on va se jouer soi-même. C'est déjà très compliqué de se jouer soi-même, de s'aimer, de s'accorder avec soi-même. Nous pouvons inventer un nouveau langage, une nouvelle manière de raconter une histoire qui mêlera la peinture, la musique, la magie. Quand j'étais môme, mon truc c'était plutôt la magie. Georges, Ma théorie est simple. écoute cette histoire. La vie est un récit. Moi, je porte une histoire. Georges, écoute cette histoire. Mais c'est pas possible. Quoi? C'est pas possible. Quoi? Et le cercueil a révélé son contenu. Quoi? C'est rempli de livres. Des livres. Donc, ce que je vous disais sur le théâtre, hein, attention, c'est pas une thérapie, on n'est pas là pour se juger, on est là pour trouver l'émotion. Monsieur Coquelin! Quoi encore? Alors, votre pièce, comédie, tragédie? Tragédie. Comédie. Nous allons faire revivre ce théâtre. Le mec jouait à guichet fermé, il a embauché 8 musiciens, il était connu dans le monde entier. Si vous êtes curieux, venez d'en faire un tour au Grand Café. Georges, écoute cette histoire. La patte, l'empreinte, Alexis Michalik, c'est ça, c'est une autre manière de raconter des histoires. Ouais, et chouette ce montage. Et les musiques sont de Romain Trouillet, hein, qui est un compositeur absolument brillant. Et le montage, il est signé Thomas Beau. Bravo Thomas. Qui est un réalisateur absolument brillant. Raconter des histoires, votre manière à vous, vous la définiriez comment? Comment vous aviez envie de réinventer ça? Récit. Je pense qu'à la base, j'ai été nourri déjà j'ai eu la chance de grandir à Paris et de voir plein de metteurs en scène assez brillants et souvent d'ailleurs plutôt issus du subventionné, mais qui avaient tous en commun une haine de l'ennui. Comme Peter Brook, comme Ariane Mnouchkine, et j'ai eu la chance d'être nourri de ces récits populaires et puis un jour j'ai raconté ma première histoire, Le Porteur, et le but c'était d'essayer de faire quelque chose avec les moyens économiques que j'avais, c'est-à-dire assez modestes, même très modestes à l'époque, pour faire un spectacle qui allait naître dans le off, mais en utilisant tout cette espèce de principe visuel que j'avais vu dans tous ces spectacles, quelque chose de plutôt épuré et qui correspond plutôt aux subventionnés qu'aux privés, et en racontant quelque chose qui serait une histoire tellement tellement forte qu'elle permettrait d'attirer un public qui n'est pas forcément un public de
théâtre, un peu à la manière des séries. Hein. Clairement, j'ai été inspiré par toutes ces séries que j'ai vues adolescent, de créer des histoires avec un cliffhanger suffisamment puissant à chaque scène pour qu'on puisse vraiment ne pas savoir où ça va aller et terminer et passer 1h30 sans l'avoir passé, puisque c'est l'effet que j'avais quand je voyais justement des séries extraordinaires ou des pièces formidables. Et cette espèce de récit très narratif, un peu d'aventure romanesque, se retrouvait pas beaucoup au théâtre. Et j'ai eu la chance donc d'avoir un public qui petit à petit s'est créé et qui m'a suivi et qui m'a encouragé à continuer à raconter des histoires. Donc à propos de cliffhanger, on peut vous imaginer demain en showrunner, une série? Oui. À la base, moi je rêvais de ça avant même de faire du théâtre. Je m'imaginais vraiment être un showrunner de série. Et puis, Mais vous en parlez au passé? Oui, parce que ça arrivera peut-être un jour, parce que ma route m'a amené ailleurs aussi, mais j'adore ça. Ouais. Je comptais même pas réaliser, je comptais juste écrire et raconter, quoi. J'adorais ça. Dans cette nouvelle pièce, Une histoire d'amour, la scénographie est virevoltante, mais assez sobre par rapport à vos précédentes pièces. Elle est ici, c'est une pièce à 5 personnages avec une atmosphère qui est quand même plus intime, plus personnelle. C'est la forme qui s'est imposée pour raconter l'amour ou le désamour pour vous, Alexis Michalik, ou il y avait une envie d'un vrai changement de registre? À chaque fois que je raconte une histoire, je me pose la question de quoi ça parle et comment est-ce que la mise en scène peut aller dans ce sens-là. Sur Edmond, c'était le 19e siècle, c'était un hommage au 19e, donc le théâtre du Palais Royal, qui est un des plus vieux de Paris, convenait parfaitement. Il y avait un côté, il fallait qu'il y ait du vieux, du vrai, que ça sente la poulie et les décors de cette époque-là. Sur Intramuros, c'était la prison, c'est un univers beaucoup plus contemporain. Je voulais cette esthétique qui nous ramène à ça, et une sorte de tapis de 9 mètres carrés qui nous rappelle la cellule. Et là, sur Une histoire d'amour, c'était une histoire contemporaine, et donc il me fallait un lieu contemporain. La Scala Paris, c'est parfait. Il me fallait un endroit qui puisse être moderne. Il me fallait une vidéo, mais qui juste amène de quoi traverser les 15 années qu'on traverse à travers la pièce. Et puis de l'épure et juste quelques éléments de décor et des acteurs. Et c'est une sorte de comédie dramatique, une sorte de mélodrame. Plus que sur l'amour, je pense que ça parle de la perte de l'amour et de est-ce que l'amour peut survivre quand il se termine, en quelque sorte. Ça parle de rupture, mais c'est une rupture à travers laquelle on rit beaucoup. Puisque j'aime ce mélange des genres, et je pense qu'effectivement c'est ce qui rend aussi une pièce populaire, c'est d'arriver à passer de l'un à l'autre. Et le décor en soi, en fait, c'est le plus simple possible. Il faut juste que, comme on passe d'une scène à l'autre et qu'on traverse plusieurs années, il faut que ça puisse changer très facilement. Et quand on a un décor un peu lourd, un peu imposant, c'est difficile de laisser l'imaginaire du public s'y projeter. Alexis Michalik, tu m'aimes? Est-ce que c'est pas l'une des questions que l'on pose le plus souvent dans une vie? Et en même temps, est-ce que c'est pas la question la plus difficile à formuler? Tu m'aimes? Ou la réponse? Ouais, peut-être. En tout cas, moi, je pense que l'essentiel, c'est de donner plus que d'avoir la peur de ne pas recevoir. À partir du moment où on aime, ça nous revient toujours. J'ai l'impression que ce qui compte, c'est de créer, c'est de faire, c'est d'offrir. Et c'est en offrant qu'on finira par recevoir. Vous avez encore une conception assez idéalisée de l'amour. Ouais, mais jusqu'ici le bilan s'avère plutôt réaliste. Enfin, non, mais je peux vous dire que ça, quoi. De toute façon, en fait, il y a les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Et celles qui n'en dépendent pas, c'est de n'être pas aimé. Ça arrive, ça se termine. C'est pas forcément de notre faute. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est aimer. Donc autant aimer, autant donner. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Elle est née de quoi, cette pièce? Elle est née d'une rupture, évidemment. Elle est née d'un désamour. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire de toute cette tristesse que j'ai là en moi, et en fait il se trouve que j'ai la chance de raconter des histoires, d'être créateur, donc tant qu'à faire, autant mettre toute cette tristesse au service de quelque chose de beau, et c'est d'ailleurs le sujet de la pièce. Tu m'aimes? Bah oui. Tu vas pas me quitter? Bah non. Non, parce que je veux pas que tu te sentes obligée. Mais je me sens pas obligée. Je suis bien avec toi. J'ai pas l'habitude, moi. Je sais. Moi non plus. On a toutes les deux pas l'habitude. Mais ça se passe bien, non? Ouais. Tu sais, j'ai parlé de toi à mes parents. On est très proches, t'inquiète. Et ils ont dit quoi? Qu'ils étaient heureux pour moi. Bon, ma mère a mis un peu de temps à s'habituer à l'idée, mais c'est passé. D'accord.
Et toi, tes parents? Ah non. Bah, tu m'en parles jamais. Ok, l'heure est venue. Tu m'as acheté un canapé, t'as parlé de moi à tes parents, je suis ta meuf. Il faut que je te dise dans quoi tu t'embarques, il faut que je te parle de mes parents. Il vote FN? Assieds-toi sur ton canapé. Ton canapé. Notre canapé. Et écoute, j'y vais en un bloc, ce sera plus facile. Et pourtant, 5 acteurs, 4 comédiennes et vous, Alexis Michalik, sur scène, vous fredonnez Aznavour en ouverture. Et pourtant quoi? Et pourtant, je n'aime que toi. C'est ce que dit la chanson en tout cas. On entendait Juliette Delacroix et Marie-Camille Soyer, mes partenaires, qui jouent Katia et Justine, donc ce couple d'amoureuses qui vont se trouver et puis se quitter et puis qui vont être le sujet de la pièce. Et il y a aussi sur scène Pauline Bression et 3 jeunes comédiennes qui alternent. Lior, Amélia et Violette. Ça y est, j'ai cité tout le monde, tout va bien. Et pourtant, c'est le titre d'une chanson d'Aznavour qui m'a d'ailleurs été soufflée par mon amoureuse actuelle, que j'ai rencontrée au moment où j'écrivais justement ce texte pour me débarrasser de mes fantômes, et qui m'a dit tiens, t'écris une pièce sur la rupture, il faudrait que t'écoutes cette chanson d'Aznavour qui veut un peu tout dire. Et en écoutant cette chanson, je me suis dit c'est fou, ça correspond à chacun des personnages de la pièce, et c'est resté. Et on la chante au début en ouverture, et puis comme on s'y est habitué, on la chante aussi à la fin quand le public est vraiment avec nous. Vous êtes prêts à la chanter? Ouais. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Il faut que vous fassiez les chœurs, par contre. Ah, bah c'est vrai que vous les faites pas mal en plus. Mais non, je serais incapable. Et pourtant, d'Aznavour, on va faire maintenant un clin d'œil et partir sur une autre voie. Vous allez voir une voix d'or aux hallucinations de William, votre personnage, dans Une histoire d'amour, à partir du 11 septembre à la Scala, à Paris, avec cet album de Sophie Hunger. Vous savez comment il s'appelle? Hallucination en allemand, Halluzinationen, 7e album. Von Anfang an ganz ohne Zwang, kaleidoskopische Visionen. Das Leben zieht an mir vorbei, gewiss, ich sollte mich schonen. Halluzinationen. Ich bin euch treu geblieben und mich kann keiner lieben. Mich kann keiner lieben. Ich sehe was du nicht siehst. Mit jeder Faser kann ich's spüren. Das Leben zieht an mir vorbei. Weiß Gott, ich soll mich schämen. Halluzination. Kann ich bei euch wohnen? Komm ich holen. Komm ich holen. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Oh, ich weiß, ich muss mich konzentrieren, aber es ist so wahr, ich kann nicht schwören. Das Leben zieht an mir vorbei, der Teufel soll mich holen. Meine Seifenblasen, geheime Wesen. Ich möchte mit euch schlafen. Sophie Hunger dans la grande table. On la connaît pour sa reprise de plusieurs titres et notamment Du vent se lève. Sa bande son du film d'animation Ma vie de courgette, ses collaborations multiples. Elle revient donc avec ce nouvel album, 7e, enregistré dans le mythique studio londonien d'Abbey Road par cette bernoise à la voix d'or, aujourd'hui installée à Berlin. Hallucination, vous mettez quoi, vous, Alexis Michalik, derrière ce mot?
Comment je m'hallucine, vous voulez dire? Je pense que 2020 a été un beau sujet d'hallucination. Hein. Je vois difficilement ce qu'on peut encore trouver. On est vraiment quand l'actualité dépasse la fiction, c'est vraiment une hallucination, je pense. Hein. C'est ce qu'on vit tous les jours là. Pire que la réalité. Voilà. La fiction peut l'être aussi. Ouais, c'est-à-dire que je pense que vraiment, on n'aurait pas prévu ce scénario-là. Même le plus dingue des scénaristes de l'année dernière aurait dit oui, je pense que pendant 6 mois, on va tout arrêter, éteindre tout, s'arrêter, mettre des masques, craindre, suivre une espèce de pandémie globale, générale. Puis à côté de ça, on aura un espèce de fou furieux aux commandes de l'Amérique, un millionnaire issu de la télé-réalité. Enfin bon, on est dans un monde un peu incroyable en ce moment. Alors on en revient peut-être à des histoires plus simples, même si l'amour n'en est pas une spécialement facile à vivre. C'est votre cas, Alexis Michalik, avec cette pièce qui a retrouvé le chemin des scènes. Le retour en force aussi de la comédie musicale, il ne vous aura pas échappé. C'est un genre que vous avez toujours dit admirer à vos tout débuts. Il y avait déjà l'envie d'adapter La Biche en comédie musicale. En janvier, vous serez, si tout va bien, au Théâtre de Paris. Vous montrez Les Producteurs de Mel Brooks, comédie culte de Broadway. On va écouter juste les mots de Stephen Meyer, metteur en scène et chorégraphe d'une autre comédie musicale, 42e rue, au Théâtre du Châtelet. C'était il y a 3 ans. Il explique en quoi sa version à lui s'inscrit dans une histoire des mises en scène de cette comédie musicale. I think what I try to do is, I call it tipping my hat or showing respect to the people that have done the show before. Ce que je m'efforce toujours de faire, c'est de rendre hommage, respecter le travail de tous ceux qui m'ont précédé. Mais je pense en effet, j'ai mon style propre. Moi, j'aime bien enchaîner des rythmes différents, des phrasés croisés. Et puis, j'adore construire, augmenter, aller crescendo dans un numéro, et puis après décrescendo, ces changements de rythme, j'adore ça. Oui, je suppose que c'est mon empreinte, ma signature, mais c'est plus une question de style que de pas. Les pas, techniquement parlant, on les a inventés depuis des décennies. C'est une bonne question qu'il pose là. Hein. Comment on reprend un tel classique? Vous allez-vous y confronter, Alexis Michalik? Où se glissera votre style propre? Eh bien, je vais encore vous répondre dans l'économie, parce que contrairement à une pièce de Broadway, quand on crée une pièce en France, on n'a pas les mêmes moyens et la même grandeur. Et pourtant, Les Producteurs, c'est pas la plus grosse des comédies musicales Broadway, mais quand même, il y aura moins de danseurs, moins d'acteurs, moins de chanteurs. Et donc, du coup, on va essayer de faire quelque chose avec de l'inventivité, et ce qui est un peu ce que j'ai toujours fait en fait. Donc on va créer une comédie musicale avec 16 acteurs, chanteurs, danseurs, là où ils étaient 22 à New York, et puis on va faire en sorte que tout le monde puisse endosser plusieurs rôles et créer un spectacle de troupe, comme j'aime le faire. Donc je vais essayer de faire en sorte que les rôles principaux vont aussi jouer des chœurs, et derrière ils vont être ensemble, dans l'ensemble, à taper des claquettes. En tout cas, il va y avoir ça, je pense, et puis il va y avoir du rythme, et puis il va y avoir un petit peu d'inventivité et des surprises. Dans les centaines de comédies musicales au répertoire, pourquoi vous avez choisi celle-là? Parce que je pense que vraiment le public français, il aime la comédie, c'est-à-dire dans le sens où on rit. Il aime la comédie musicale à partir du moment où c'est drôle. Il a plus de mal avec un certain genre de comédie musicale où le public anglo-saxon est habitué à voir vraiment des comédies musicales de tout style. En France, je pense que ça passe mieux quand c'est d'abord drôle, et je pense que Les Producteurs, c'est la plus drôle. Et puis tout simplement parce que je l'aime profondément, que j'adore les chansons, qu'il y a un côté un peu classique dans ce style musical à la Cole Porter, hein, c'est une des références de Mel Brooks, donc c'est du jazz, c'est une sorte de jazz vocal, swing, très entraînant, et enfin parce qu'il y a des claquettes, et la claquette, c'est une de mes passions secrètes. Vous en faites? J'en ai fait, et j'espère que je vais pouvoir les remettre pour cette comédie musicale, pour accompagner un peu l'équipe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que eux, ils en font. C'est que tout le monde, depuis qu'ils ont été choisis, le cast, on les a mis aux claquettes, et toutes les semaines, ils vont avoir un petit rendez-vous claquettes pour travailler. Alexis Michalik, L'Appel de Broadway,
Vous l'entendez? Une Non. carrière américaine, vous l'imaginez? Non, je l'imagine pas du tout. Enfin, Et pourquoi pas? Parce que je suis bien ici, en fait. Puis je pense qu'il y a plein de choses à faire en France. Et puis, mais bon, je vais dire, si demain On m'appelle. il y a un coup de fil qui tombe, venez faire un truc. Mais bon, je connais les Américains aussi. Je sais que c'est très exigeant et que j'aime beaucoup la liberté qu'on accorde en France aux créateurs, aux metteurs en scène ou aux réalisateurs. Et j'y suis profondément attaché. Et puis il y a ce succès qui vous porte depuis vos débuts. Vous avez tenté votre chance et c'était un pari carrément réussi. On imagine toujours peut-être cette peur de l'échec qui doit se glisser. Pas tant. Non, parce que ça, ce qui compte, je pense que vraiment ce qui compte, c'est de raconter les choses qui nous émeuvent nous-mêmes. À partir du moment où on est notre premier spectateur, et donc si on crée quelque chose où on se dit tiens, ça me touche ou ça me fait rire, ça touchera ou ça fera rire d'autres gens. La Scala à Paris, c'est là que se joue votre 5e et nouvelle pièce, Une histoire d'amour, à partir du 11 septembre, c'est-à-dire après-demain, jusqu'au 15 novembre. Et puis, reprise de l'ensemble de votre répertoire de 4 pièces, un peu partout en France. On met toutes les dates sur le site internet de la Grande Table. Merci beaucoup à vous, Alexis Michel. Merci à vous. France Culture. L'esprit d'ouverture. France Culture présente Un soupçon d'amour, un film de Paul Vecchiali. Geneviève Garland, une célèbre comédienne, répète Andromaque, avec pour partenaire son mari. Mais elle ressent un malaise profond à interpréter ce personnage. Un jour, elle décide de quitter la pièce et de céder son rôle à son amie Isabelle, qui est aussi la maîtresse de son époux. Quel secret cache Geneviève Garland? Un soupçon d'amour, aujourd'hui au cinéma. Un film France Culture. France Culture, il est 12h30. Le journal, tout de suite, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas. Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous nous rendrons dès le début de ce journal en Grèce, sur l'île de Lesbos, où le principal camp de réfugiés abritant près de 13 000 migrants est depuis ce matin ravagé par un gigantesque incendie. Dans votre journal également, c'est l'un des projets de vaccin contre le coronavirus les plus avancés en Occident. Oui, et en l'occurrence, il a été mis sur pause la nuit dernière. Un incident est survenu dans la dernière phase de test. En clair, une maladie potentiellement inexpliquée serait apparue chez l'un des participants aux essais cliniques. Comme un véritable coup de massue, la direction du distributeur Auchan Retail France a annoncé ce matin un plan prévoyant la suppression de 1475 postes. 5 candidats pour un seul poste. Les députés de La République En Marche entament aujourd'hui l'élection du nouveau président de leur groupe après la démission de Gilles Legendre. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, nous recevrons le politologue Jérôme Sainte-Marie. Enfin, nous nous rendrons à la cour d'assises spéciale de Paris où depuis hier témoignent les survivants de l'attaque djihadiste de 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées. L'époque est agitée, les temps troublés. Lionel Jospin est notre invité pour cette grande table des idées très particulière. Il prend la plume et sort de son silence pour défendre sa vision de la politique en temps de crise. Avec nous, donc, dans une vingtaine de minutes. Merci et à tout à l'heure. Comme un symbole de l'indifférence et de l'abandon qui depuis des années consume à petit feu le camp de migrants le plus sordide d'Europe, un gigantesque incendie embrase depuis ce matin le centre surpeuplé de Moria sur l'île grecque de Lesbos où s'entassent près de 12 700 demandeurs d'asile. Alors miraculeusement, les flammes n'auraient pas fait de victimes. En revanche, le camp serait presque entièrement détruit, aussi bien à l'intérieur de la structure que dans la prairie autour où s'amassent plus de 3000 tentes. L'état d'urgence a été déclaré, l'opération de sauvetage est toujours en cours. Et à en croire les premiers témoignages, il semblerait que les feux aient été déclenchés à la suite d'une révolte de certains réfugiés qui, après avoir été testés positifs au coronavirus, devaient être placés en isolement. Correspondance à Athènes, signée Angélique Kourounis. Sur les premières vidéos qui tournent sur Internet, certaines tournées par des demandeurs d'asile eux-mêmes, d'autres par des journalistes locaux, on voit une foule de personnes, hommes, femmes, enfants, des mamans avec leurs nourrissons dans les bras, d'autres avec leurs baluchons à la main ou portant des packs de bouteilles d'eau, se diriger calmement vers le port de l'île de Lesbos sans panique et sans inquiétude en pleine nuit. On n'entend aucun cri ni pleurs d'enfants, pourtant très nombreux sur les images. La plupart portent des masques et bon nombre affichent un soulagement d'avoir pu quitter le camp de Moria où ils étaient retenus sous de strictes conditions d'aller et venue depuis le mois de mars. Une autre vidéo montre le dispensaire du camp pillé et non incendié ou noirci par les flammes et plusieurs autres vidéos tournées au téléphone portable montrent l'ensemble du camp de Moria dévasté et les baraquements en feu.
Selon le communiqué des pompiers, jusqu'à présent, il n'y a pas de morts ni de blessés graves. Les habitants du village de Moria, voisin du camp, ont laissé passer les demandeurs d'asile qui se dirigeaient vers la capitale. Le gouvernement a dépêché des unités de police supplémentaires. Une équipe gouvernementale doit arriver sur les lieux dans les prochaines heures et une conférence de presse aura lieu à 18h heure locale. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que tous les demandeurs d'asile seront évacués de l'île, mais on ignore encore où. Elle a crié qu'elle n'irait nulle part avant de réussir à s'extirper par la fenêtre de la voiture qui la conduisait de force vers la frontière ukrainienne. Voilà comment l'opposante biélorusse, Maria Kolesnikova, a donc réussi à faire échouer la tentative des autorités de la forcer à l'exil. Une version évidemment totalement différente de celle donnée un peu plus tôt par le président Loukachenko, lequel avait laissé entendre que Maria Kolesnikova avait tenté de fuir vers l'Ukraine, ou quand cette tentative ratée d'expulsion met aujourd'hui un peu plus en